commencer par vous remercier d'être là en présence, en distanciel. Ça nous fait très, très plaisir à Juan et à moi. Nous allons commencer par quelques informations, quelques livres récemment parus. Et puis, on passera aux événements prochains. Je ne sais pas si tu veux commencer, Juan, avec les livres. Attends, je ne sais pas si je... Ouais, peut-être qu'on fonctionne avec ton micro. OK. Bon, d'abord, on a quelques ouvrages. Bon, d'abord, merci à tous et à toutes. Très pressant pour cette nouvelle année du séminaire qui reprend en partie l'argument de l'année dernière. Et donc, on a quelques ouvrages. Moi, pour ma part, j'ai deux ouvrages ici. Je montre aussi à la caméra. L'ouvrage de Pierre Boudon, l'architectonique musicale, qui vient d'être publié dans la collection Sigillat de la presse universitaire de Liège. Je ne vois pas Pierre Boudon parmi ni ici ni en ligne. Peut-être, Maria-Giulia, tu veux dire un mot sur l'ouvrage? L'architecture musicale de Pierre Boudon apparu il y a un mois. C'est un ouvrage très intéressant parce que Boudon essaie dans cet ouvrage de transférer des concepts qu'il a formulés lui-même pour l'analyse de l'architecture en musique. Donc, je vous le conseille chaleureusement. Je le fais maintenant circuler. Et nous avons aussi une autre apparition, c'est le livre d'Ivan Daro, Harris, intitulé Ethnosémiotique des comportements et discours, qui a été publié à la presse universitaire de Limoges. Je pensais qu'Ivan serait connecté, je ne le vois pas. Est-ce que peut-être, je ne sais pas, Jacques qui a fait l'intro à l'ouvrage aurait quelques mots à dire sur lui? Bon, oui, c'est un livre qu'on présentera dans une séance de la FEDROS en janvier. Je vous invite à suivre les annonces de la FEDROS pour pouvoir assister à cet échange. Donc, le livre lui-même, c'est en gros la deuxième partie de la vie intellectuelle d'Ivan Daro, puisque la première était consacrée principalement aux âges antérieurs à l'adolescence et à mettre en place le modèle de l'ellipse, qui d'ailleurs est un modèle intéressant dans son usage, enfin en général, mais aussi par rapport au sujet du séminaire, dans son usage comme contrepartie explicative et pas seulement visuelle de la théorie énonciative qui fonde la thérapie qui avait été mise en place entre Yvan Daro et Jean-Pierre Klein. Donc ce deuxième grand livre, il en a fait d'autres, mais je dirais c'est la deuxième grande partie de sa carrière intellectuelle, est une sorte de somme qui rassemble l'ensemble de ses travaux sur l'adolescent depuis une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, une vingtaine d'années, avec des parties théoriques et beaucoup d'analyses concrètes de cas comme l'écriture adolescente, comme les crises adolescentes, comme la pratique du risque extrême à l'adolescence, etc. Je ne veux pas déflorer. Mais c'est un livre qui, comment dire, n'est pas constitué d'un ensemble d'exemples, mais d'un ensemble de cas relatifs à ce qui est spécifique à une sémiotique de l'adolescence. Ce n'est pas peut-être la totalité des cas possibles, mais il y en a suffisamment pour avoir un panorama intéressant, fructueux et qui peut donner envie à d'autres de prolonger, de poursuivre, de compléter, que sais-je, ce panorama de l'adolescence. Je rappelle qu'avec Yvan Daro, il y a
une quinzaine d'années, je ne me rappelle même plus de la date de publication, nous avions publié un ouvrage collectif et co-dirigé ensemble. Il s'intitulait Les âges de la vie. Voilà. Donc, vous voyez que c'est disons que ça me concernait sur certains aspects, mais ça le concernait principalement lui parce que finalement, plus qu'un spécialiste de psychosémiotique au sens strict, c'est un spécialiste des âges de la vie et de la sémiotique des âges de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jacques. Est-ce que... Pardon. Il y a peut-être Maria-Giulia d'autres... Oui, oui. Bon, alors ces livres, Sémiotique de la photographie, la plupart d'entre vous les connaissent parce qu'il a été publié en français, traduit de l'italien en 2011, mais la bonne nouvelle, c'est que il est disponible depuis ce matin en ligne sur le site de Pulim, Limoges. Pierluigi et moi, nous sommes très, très heureux de cette révalorisation de ce livre qui était déjà épuisé. Il a été épuisé 2 fois. On l'a réimprimé il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et puis, on a décidé avec Jacques Fontani et l'équipe de Pulim, pardon, de les mettre en ligne à présent. Donc, bon, maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne pas lire ce livre. C'est un livre que je considère toujours important parce que c'est un livre qui fait vraiment le tour des théories de la photographie en à partir de différentes disciplines et qui fait un travail critique aussi sur le travail de Floch, de Fontani et d'autres. N'oublions pas qu'il y a toute une partie massive sur Peirce. Dans l'auteur Pierluigi, je ne sais pas si Pierluigi veut prendre la parole pour dire quelque chose à propos de cette révalorisation, républication en ligne. Non, non, vas-y, tu dis, c'est bien comme ça, oui. Je suis content, moi aussi, évidemment. Très bien, très bien. La préface est de Jacques Fontani et je l'ai fait circuler. Et nouvelle vie à ce livre, j'espère. Et Jacques, peut-être tu es en train de parler, mais on ne t'entend pas parce que tu as le microphone coupé. Oui. Oui, alors je voudrais préciser que ce livre marque l'ouverture ou la réouverture d'une collection au Pulim de sémiotique. C'est la collection Visible qui a été créée et dirigée par Anne Beillard-Gessler. Et elle a vécu pendant le temps où nous avions un programme pluridisciplinaire et européen, enfin avec plusieurs équipes, notamment belges et italiennes associées, sur le visuel. Et puis, la fin du programme arrivant, il était plus difficile de continuer cette collection qui était une collection en livre imprimé. Enfin, et Anne Beillard est ensuite allée à Bordeaux. C'était un peu plus compliqué, elle s'est interrompue. Et là, récemment, nous avons décidé de relancer cette collection. Alors, Anne Beillard est toujours à Bordeaux, mais les relations avec Limoges sont faciles, et c'est pas très loin. Et puis, il y a des moyens qui permettent de suspendre les dispenses. Et d'autre part, la question des financements se pose tout différemment, puisque la mise en ligne désormais se fait avec les moyens techniques de l'université sans surcoût majeur supplémentaire. Voilà. Donc c'est la première sortie de cette collection réouverte Visible. Oui, on est très content que Anne ait repris cette revue. Et on lancera, bon, les visibles anciens, les 11 visibles anciens seront mis en ligne très rapidement et Anne lancera aussi un appel à articles, un appel à contribution bientôt pour le premier numéro de cette revue visible deuxième génération. Alors maintenant, venons-en aux événements. Oui, il y a
Donc, je voulais présenter, on organise avec le GPS, le réseau doctoral GPS, Grand Paris Sémiotique, une journée d'études la semaine prochaine, le vendredi 25 novembre. Vous avez dû recevoir par email sans doute peut-être plusieurs fois parce que je m'étais trompé, il y avait une erreur, j'ai renvoyé le programme. Une journée intitulée Les sauts troubles du vrai, question sémiotique sur la véridiction et l'assertion. Je vous montre la fiche. Donc, il y aura certaines des personnes ici présentes, d'autres, des jeunes doctorants aussi, de plusieurs universités, autour de la question de la véridiction et du voilà. Je fais circuler le programme ainsi que le livret des résumés, mais vous avez dû recevoir tous par email l'ensemble des documents. Voilà, je répète, c'est le 25 novembre à l'Université Paris-Cité, dans l'immeuble rue de Saint-Père, le gros immeuble, l'ancienne faculté de médecine. Alors, maintenant, moi, je ferai circuler les programmes du prochain congrès de l'Association italienne d'études sémiotiques, qui se tiendra du 1er au 3 décembre à Palerme. Et l'objet de la rencontre cette année, c'est la sémiotique élémentale des éléments, matière et matériaux, sens et signification. Ensuite, je ferai circuler aussi les programmes que vous avez, j'imagine, déjà reçus via Renatera, le réseau semiotique Renatera, il senso impervio, vette e abissi dell'interpretazione estrema, l'essence difficile, les abysses de l'interprétation extrême. C'est un colloque organisé par Massimo Leone à la Fondation Bruno Kessler de Trente, fondation très prestigieuse, très importante en Italie. Et il sera organisé justement par les centres de sciences religieuses dont il est directeur, Massimo Leone, depuis quelques mois. Et ce sera un colloque qui aura lieu du 30 novembre au 3 décembre sur tout ce qui est extrême. Donc, on discutera des choses très variées, évidemment, de la représentation de la transcendance, de la représentation du sacré, mais aussi de beaucoup d'autres questions qui concernent, oui, des expériences extrêmes, physiques, etc. Je fais circuler. Il me semble, pardon, Anne, il me semble qu'on a fait les tours, sauf s'il y a quelqu'un qui a annoncé quelque chose, des colloques, des journées, apparitions, publications. Il y a d'autres événements qu'on a décidé de présenter le 30 novembre prochain, parce qu'ils auront lieu, oui, à partir de la deuxième semaine de décembre. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais... Giulia Dondero, je vous présente Maria-Giulia Dondero, ici à ma gauche, au cas où vous ne la connaissez pas, qui est chercheuse au Fonds national de la recherche scientifique belge et enseignante à l'Université de Liège. Il va nous parler aujourd'hui d'abstraction et figuration dans les images de la pensée. Mille merci de ta présentation, Juan. Je suis vraiment très contente d'ouvrir ces séminaires cette année. Et pour commencer, je tiens à rapidement partager quelques informations avec notre public à propos de la thématique de cette année. Cette thématique, a été choisie d'une certaine manière collectivement par les conseils scientifiques du séminaire comme continuation d'une des deux acceptions d'espace abordées l'année dernière au sein de ce séminaire qui a eu pour titre
Cartographie des relations, expérience de l'espace, représentation du sens en espace et ancrage spatial de la signification. Ces titres étaient assez explicites pour valoriser les deux volets du séminaire. Un premier volet était consacré à la réflexion sur le rayonnement diagrammatique et à la présence de l'iconicité dans la production théorique. Dans les titres, c'était cartographie des relations, représentation du sens en espace. Le second volet, l'expérience de l'espace, a été consacré à l'espace vécu et expérimenté, ce qui a permis d'étudier les pratiques quotidiennes, l'urbanité, les installations artistiques, etc. L'année dernière, le séminaire a été organisé par Pierluigi Basso, Marion Colablaise et moi-même. Je me suis davantage partie sur les diagrammes, étant donné que j'ai abordé moi-même cette thématique dans un certain nombre de mes écrits sur l'expérience et les discours scientifiques et que je côtoie depuis une quinzaine d'années la communauté spécialiste de ces dispositifs. Il s'agit surtout d'une communauté constituée de sémioticiens des traditions persiennes, des philosophes des sciences et des mathématiques, mais aussi des théoriciens de la littérature. Nous avons eu l'honneur d'accueillir des invités l'année dernière qui sont aujourd'hui au centre du débat sur les diagrammes, tout en devant nous limiter aux théoriciens du diagramme d'expression française. Cette année, nous avons décidé à la fois de restreindre et d'élargir le focus de notre attention. D'un côté, restreindre, car nous nous pencherons exclusivement sur la relation entre manipulation de l'espace et pensée, sur l'iconicité et les stratégies topologiques utilisées dans la formulation des théories. Et nous laisserons de côté, peut-être seulement pour cette année, la réflexion sur les pratiques quotidiennes et l'expérience vécue. De l'autre côté, nous avons élargi notre rayon d'action par rapport au focus sur les diagrammes de l'année dernière, car le diagramme n'est plus le seul dispositif au centre de notre réflexion. Nous avons opté pour une acception plus large que celle des diagrammes, qui comprend des schématisations telles que, par exemple, les parcours génératifs et les sphères de Lottmann et Calevicool, dont, respectivement, Denis Bertrand et Jacques Fontany viendront nous parler le 30 novembre prochain. En quoi le diagramme est-il un dispositif plus spécifique qu'une schématisation telle que les parcours génératifs, par exemple, que je définirai plutôt un modèle? Je souhaite répondre immédiatement avec une citation du mathématicien français Jules Châtelet, éminent théoricien du diagramme. Pardon, le voilà. Tout le monde le voit, aussi en distanciel. Oui? Oui, j'espère. Il existe une puissance opératoire tout à fait particulière au diagramme. Il ne se contente pas de visualiser des algorithmes ou de coder et de compactifier l'information pour la restituer sous forme de modèles ou de paradigmes. Le diagramme est bien ce grouillement de gestes virtuels. Pointer, boucler, prolonger, strier le continuum. Une simple accolade, un bout de flèche et le diagramme saute par-dessus les figures et contraint à créer de nouveaux individus. Le diagramme ignore superbement toutes les vieilles oppositions abstrait, concret, local, global, réel, possible. Fin de la citation. Le diagramme ne peut pas, par définition, se réduire à un modèle, car il est toujours en transformation et en mouvement. Sa théorisation depuis Peirce, mais aussi grâce à des mathématiciens tels que Gilles Châtelet, et évidemment au développement de l'embodied mathematics, donne une importance certaine au corps, au traçage, à la sensorimotricité. Châtelet parle dans cette citation de grouillement des gestes virtuels. La corporeité est considérée comme un outil fondamental pour décrire l'action de la pensée qui profite de l'acte de traçage, y compris dans les sciences normalement considérées comme les plus abstraites, telles que les mathématiques. À ce sujet, je vous rappelle cette référence importante de l'embodied mathematics, version du courant des mathématiques incarnées assez poussée vers les penchants cognitivistes, George Lakoff et Raphael Nunez, Where Mathematics Comes From, How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, 2000. Dans d'autres travaux sur les mathématiques incarnées moins proches des sciences cognitives que ceux de Lakoff, tels que dans les écrits de Fernando Zalamea, célèbre mathématicien et philosophe colombien,
on retrouve cette même importance du corps dans la germination de la pensée mathématique. Je cite un passage assez explicite de Zalamea, qui décrit justement le processus de la pensée mathématique. Le processus de pensée a d'abord été mis en œuvre par le corps, dans une disposition peu claire, vague et libre, et ce n'est qu'ensuite qu'il a été dessiné par le mental. La citation est extraite d'un article ayant pour titre 54 gestures on higher mathematics and their use for a diagrammatic approach to the question what is mathematics, qui paraîtra en 2023 chez Springer. Je me permets de reprendre aussi une citation importante à ce sujet de Charles Alunni, qui a travaillé avec Châtelet et qui théorise la centralité du corps dans la production d'idées abstraites sans appartenir au courant de l'embodied mathematics. La citation d'Alunni que je vais vous lire s'inspire de Wittgenstein et d'autres théoriciens de mathématiques tels que Gilles Châtelet, dont nous avons abondamment parlé l'année dernière aussi grâce à l'intervention de Noël Batt, et notamment au sujet de la relation entre les mouvements de la main et les surgissements de la pensée. En effet, dans un article intitulé « Diagrammes et catégories ou comment s'orienter dans la pensée », qui a été publié en 2021, on ne la voit pas, dommage. En 2021, dans la revue Méthodo International Studies in Phenomenology and Philosophy, ayant pour titre Diagrammatic Gestures, que j'ai dirigé avec Francesco Lamantia de l'Université de Palerme et qui sera notre invité, il participera à ce séminaire le 14 juin prochain. Alunni se demande ceci. Il se demande si ce qui se passe dans la pensée, dans sa capacité d'élaboration diagrammatique et imagée, vous avez la citation ici, d'entités physico-mathématiques telles que les tenseurs, a quelque chose à voir avec le fait que l'acte mécanique de l'inscription comme tel, saisi comme geste pragmatique d'écriture sur une feuille ou sur un tableau, est lui-même le résultat d'une application de forces tensorielles sur le corps du stylo ou sur le corps de la craie. C'est la problématique ouverte du court-circuit de la main et de l'esprit dans la reprise et l'élaboration contemporaine des matérialités symboliques, des stratégies manipulatoires de leurs traces algébriques et de leurs représentations géométriques. Cette citation est suffisamment claire pour pouvoir affirmer deux choses. La théorisation du diagramme, non seulement celle qui s'inspire de la théorie de Peirce, mais aussi celle qui s'est développée en philosophie des mathématiques en France. Châtelet cite Peirce d'ailleurs à 2 reprises dans ses livres, met l'accent premièrement sur la relation entre espace, pensée et corporalité. La pensée est une activité de la main, sur un support, dit Châtelet. Et deuxièmement, et par conséquent, sur le fait que, contrairement au parcours génératif, entendu comme modèle, le diagramme n'est jamais véritablement un modèle stabilisé. Certes, nous avons des diagrammes qui ont été stabilisés dans l'histoire des mathématiques, comme les diagrammes de Feynman, et qui sont devenus, pour ainsi dire, des modèles. Mais ce qui caractérise le diagramme est qu'il est un dispositif spatial manipulable qu'il faut étudier dans son processus d'instauration. Il a en effet comme but de servir de terrain de jeu, de terrain d'expérimentation, et il est pour cette raison toujours en transformation. La stabilisation est toujours provisoire. Son iconicité a d'ailleurs été définie comme opérationnelle, operational iconicity, par plusieurs auteurs à partir de Peirce et longuement discutée par des philosophes et sémioticiens tels que Friedrich Sternfeld, Christian Chauvirey, Valeria Giardino, Jean-Marie Chevalier, João Queiroz et d'autres. Je reviendrai sur les théories de Peirce et de Châtelet à plusieurs reprises dans mon intervention, car aujourd'hui, je vise à discuter la notion de diagramme selon plusieurs points de vue afin de tester son élasticité, son champ d'influence et ses horizons. Je prendrai à cet effet en considération la théorie de Peirce et de Châtelet, ensuite la relation entre Peirce et Deleuze. Je mettrai donc en comparaison les diagrammes tels qu'ils se déploient en peinture et en mathématiques à travers 2 couples de théories, celle de Peirce et de Deleuze d'un côté et celle de Châtelet et de Clé de l'autre. Ensuite, je porterai mon attention sur le problème du diagramme chez Nelson Goodman, si j'aurai le temps, parce que j'ai demandé de me chronométrer, je ne peux pas dépasser les 50-55 minutes, on verra.
Et donc, ensuite, je porterai mon attention sur le problème du diagramme chez Nelson Goodman au sujet de l'interprétation des images, de leur densité, raréfaction des marques pertinentes dans chaque économie de valeur. Et je terminerai, si j'aurai le temps justement, avec un diagramme un peu particulier, le diagramme de la catégorisation et de la perception chez Peirce, incarné dans la composite photographie de Francis Galton, que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Dans tous les cas, outre le poids décisif du corps dans la formulation de la pensée mathématique, ce qui est à retenir pour avoir un premier aperçu de ce qu'est un diagramme est le fait qu'il se développe sur un support matériel et que cette spatialité est considérée comme une ressource capable de dépasser les règles logiques dans l'acte de raisonnement en sciences mathématiques. Le topologique, via son élasticité et sa plasticité, signifie mieux que les formules algébriques, le continuum du processus inférentiel. Les théoriciens du diagramme s'accordent ainsi sur le fait que le modèle topologique du diagramme dépasse en heuristique le modèle syntaxique de l'algèbre combinatoire parce que davantage apte à décrire la granularité du continuum de la pensée. C'est sur cette version de la pensée diagrammatique que je souhaite me pencher aujourd'hui en tentant de ne pas trop me répéter par rapport à ce que j'ai déjà présenté dans les livres coécrits avec Jacques Fontany sur l'image scientifique et dans d'autres travaux sur les diagrammes et la démonstration scientifique par image. Dans mes travaux, j'ai relié, mais seulement de manière implicite, et je le fais aujourd'hui de manière plus explicite, les diagrammes selon l'acception persienne à ce que Bruno Latour appelle, dans l'espoir de Pandore, mais aussi dans d'autres écrits, la circulation de la référence. Vous voyez ici les schémas de la circulation de la référence, selon Latour. Dans ces schémas, la proposition de la circulation de la référence s'oppose à ce que Latour appelle la perspective canonique en philo des sciences, que vous avez ici en bas dans les schémas, où l'on partirait de la matière du monde brut pour arriver à la forme du langage, au symbole. Ce que Latour propose est que la matière et la forme soient distribuées au sein des médiations multiples qui sont constituées des substances de l'expression diverses et des supports formels différents. La circulation de la référence est un lieu instable où aucune des images ni des étapes de la démonstration ne valent en soi, mais seulement en relation avec les autres dispositifs de la chaîne, les équations, les textes écrits, les résultats des instruments de mesure, etc. Et au sein d'un certain ordre, comme vous le voyez, qui peut être aussi parcouru à l'inverse, en remontant la chaîne des transformations, comme vous le voyez par les deux flèches en sens contraire. Mediations from matter to form, mediations from matter to form, qui vont au sens inverse, en haut et en bas de la schématisation. Ce parcours que l'on peut inverser est très clairement schématisé dans cette figure où chaque transformation, donc chaque médiation, a une validité nécessaire propre dans la chaîne ordonnée de la référence. Claudio Paolucci appellerait ces phénomènes une énonciation événementielle et distribuée. On aura d'ailleurs le plaisir de l'écouter à ce sujet le 14 décembre prochain. La mise en relation de la sémiotique de Peirce avec celle de Latour se base sur des similarités très explicites. Par rapport à cette notion de circulation de la référence de Latour, Peirce, dans ses écrits sur les diagrammes, affirme que les mathématiciens, je cite, les mathématiciens passent d'un mode d'embodiment, d'incarnation à l'autre, et que les diagrammes ne coïncident ni avec la figure, ni avec la formule, mais avec l'interplay, l'interaction entre les deux. Vous le voyez ici, le diagramme existe en somme dans la transition entre deux langages performés par les mathématiciens. Ici, la figure et l'équation. Sample example is a drawing of a circle of radius 1 with center in the origin of a coordinate system, which can be used as a formal embodiment of the same relational structure of the algebraic equation. Certains théoriciens des mathématiques, tels que par exemple Fernando Zalamea, ont appelé cet interplay, je l'aime beaucoup en anglais, c'est pour ça que j'insiste sur interplay plutôt qu'interaction, entre la formule et la figure, une fluctuation entre polarités formellement déployées par l'appariement d'objets qualitativement différents.
Il est très important de retenir que le diagramme est caractérisé par une certaine pluricodie, comme on vient de le voir dans la figure précédente, et, comme nous le verrons tout à l'heure, peut se définir en raison de ses usages en mathématiques, mais aussi en sciences sociales, comme syncrétique. Syncrétique au sens où l'organisation de l'écriture, à savoir ce que l'on appelle en sémiotique le support formel des énoncés, y compris l'organisation topologique de l'écriture formalisée des équations et l'organisation de la figure dans l'espace qu'elle-même, la figure, envisage pour se développer, partagent un même fonctionnement où la linéarité et la tabularité sont des organisations syntagmatiques qui appartiennent aux deux, équations et figures, simultanément. Je vous rappelle à ces propos que dans la vision de Peirce, le diagramme est une icône, à savoir une forme reconnaissable en tant que forme de la démonstration et en tant que production de nouvelles entités pas encore pensées. Autrement dit, l'efficacité de la démonstration produit l'effet icône, voire l'effet totalité. Peirce affirme que cette forme, voire cette totalité, dépend de la relation et de la position réciproque des symboles, qu'il appelle des signes abstraits. Les symboles mathématiques peuvent se constituer en icônes grâce au déploiement spatial du raisonnement et à la manipulation de l'espace disponible sur le support choisi, ce que nous avons appelé en sémiotique le syncrétisme verbo-visuel. Mais avant d'insister sur le syncrétisme du diagramme qui a été déjà rapidement illustré par le cas de la référence qui circule chez Latour, référence qui circule en sciences, et la théorisation de Peirce sur équations et figures, hein, qui est maintenant à l'écran, il faut se poser la question suivante. Pourquoi les diagrammes seraient-ils un concept si important pour nous les sémioticiens et même pour les sémioticiens post-grémaciens qui ne suivent pas forcément la théorie persienne dans son entièreté? Pour plusieurs raisons. Premièrement, car ils ont besoin du concept de diagramme pour expliquer plusieurs fonctionnements, dont ceux de la chaîne d'images, d'équations et d'autres instruments de recherche et d'expérience pour comprendre les discours scientifiques. Deuxièmement, ils ont besoin de la notion de diagramme pour décrire le fonctionnement de la créativité en art, en suivant les suggestions de Gilles Deleuze, sur lesquelles je vais porter mon attention d'ici quelques minutes, sur la création picturale qui se développe entre les hasards et l'imagination contrôlée, entre la toile blanche pleine de stéréotypes et une gestualité en partie contrôlée et en partie lancée au hasard, pour reprendre les mots de Deleuze. Pour étudier la relation entre les stéréotypes et les hasards, la notion d'énonciation et notamment d'épaisseur énonciative et de praxis énonciative pourra d'ailleurs permettre de décrire le processus finement. Sur la troisième raison de pourquoi le diagramme est si important en sémiotique aujourd'hui, je reviendrai vers la fin de ma présentation lorsque je porterai mon attention sur la relation entre l'abstraction théorique et l'image figurative. Il s'agira de répondre à cette question à travers l'utilisation du diagramme, comment une image photographique ou plusieurs images photographiques densément figuratives peuvent-elles signifier le processus de raisonnement et de catégorisation? Il faudra m'écouter jusqu'au bout pour avoir une ébauche de réponse, mais on verra, parce qu'on contrôle le temps aussi. Je reviens au syncrétisme et à la multigestualité d'inscription du diagramme, qui caractérise le diagramme. Dans le cas de Deleuze, son analyse de production de Bacon montre, et puis je reviendrai aussi à la praxis énonciative. Dans le cas de Deleuze, son analyse de production de Bacon montre bien que le diagramme se produit dans une fluctuation entre des traitements de la couleur très différents, entre des manipulations de la couleur très variées et à travers des gestualités qui se détachent grandement du travail classique du pinceau trançant la toile. En effet, Bacon utilise plusieurs objets dans sa pratique picturale qu'il définit ainsi, je le cite, il faut faire des marques au hasard, traits, lignes, nettoyer, balayer ou chiffonner des endroits ou des zones, taches couleurs, jeter de la peinture sous des angles et à des vitesses variées. Deleuze poursuit ainsi. Par exemple, pour représenter la tête, on nettoie une partie avec une brosse, un balai, une éponge ou un chiffon. C'est ce que Bacon appelle un diagramme. Fin de la citation. Jusqu'ici, le diagramme se définit donc comme, voilà quatre
4 caractérisations, disons. Une iconicité opérationnelle. Le diagramme se définit donc par une iconicité opérationnelle, donc espace manipulable, tout ce qu'on a dit, et par son caractère instable dû à cette manipulation, évidemment. 2. Par son être en interplay entre différents codes et langages. Voir l'exemple de la figure et de l'équation chez Peirce, mais aussi de la circulation de la référence chez Latour. Hyper multimatérique, évidemment, la circulation de la référence chez Latour. 3. Par sa conséquente multimatérialité et multigesturalité d'inscription, pensons à la théorie deleuzienne où la peinture, on l'a fait à l'aide d'un balai, d'une éponge, d'un chiffon. Une 4e caractéristique de l'activité diagrammatique est que cette manipulation sur plusieurs matérialités, gestes d'inscription et langage, doit se résoudre toujours dans une découverte, à savoir dans l'apparition de formes que nous n'avions pas prévoir au début de l'expérience. Sinon, il ne s'agit pas d'un diagramme, mais bien d'un algorithme ou d'un modèle. Vous connaissez tous la définition d'algorithme comme simple exécution d'inscriptions répétables à l'infini, l'exact contraire donc d'un diagramme. Le fonctionnement diagrammatique est bien expliqué par Peirce lorsqu'il affirme que le raisonnement et le traçage diagrammatique permettent, dans le cas d'un théorème ou d'une équation, d'aller au-delà du simple développement logique des prémices et de voir apparaître des formes tout à fait nouvelles. Je dis bien formes nouvelles, y compris dans le cas des équations qui produisent des formes plus ou moins puissantes, selon le type de développement des lignes de calcul. Tout le monde se rappelle, je crois, des exemples très parlants que nous avait montré Bruno Leclerc l'année dernière à propos de la meilleure temporalité à travers laquelle déployer une démonstration et à travers quel passage, plus ou moins compressé ou développé, il est possible de déployer des équations dans l'espace pour qu'elles soient belles, à savoir compactes, et frappent l'esprit de manière efficace. Cette efficacité dépend de ce que Peirce appelle forme conique. Du côté de l'art, cette question de l'apparition de formes nouvelles non prévues au début de l'expérience est bien illustrée encore une fois par Deleuze. Le cas de Painting de 1946 est très clairement décrit par Bacon et par Deleuze. Comme nous le savons de Bacon lui-même, notamment grâce à ses conversations avec David Sylvestre, il essayait de représenter un oiseau se posant sur un champ, mais soudain, les lignes qu'il avait tracées lui ont suggéré quelque chose de totalement différent. L'homme au parapluie devenait l'animal de boucherie écartelé en raison des lignes déjà tracées, à savoir des lignes sur la toile qui détournent Bacon par rapport à une figuration qu'il avait auparavant consciemment prévue. Cela signifie que les lignes déjà tracées ont une efficacité certaine sur la suite du parcours de traçage, davantage que l'intention préalable du peintre, intention préalable qui peut être mise en parallèle avec les prémices dans un théorème. Mais comment, dans le cas de Deleuze, décrire cette activité diagrammatique? Dans sa description du processus de création des toiles de Francis Bacon, Deleuze insiste justement sur les diagrammes comme séquence de mouvements qui peuvent décrire le surgissement de formes nouvelles. J'en ai identifié 3. Premier mouvement, la perception insatisfaisante d'une visualité préétablie, stéréotypée, banalement figurative et narrative. Deuxième mouvement, les gestes lancés au hasard sur la toile. Troisième mouvement, la réaction de la toile à ces gestes lancés au hasard et l'intégration conséquente du hasard dans le tableau. Et je souligne cette idée d'intégration du hasard dans les tableaux. Il s'agit d'une intégration et pas d'une substitution, pas d'un remplacement. Que les processus diagrammatiques de découverte et de création réussissent, car la création coïncide en partie avec une découverte de ce que l'on ne savait pas être contenu en puissance en nos actes, il faut que les coordonnées visuelles ordinaires s'effondrent, mais que, d'une certaine manière, elles subsistent sur la toile, comme quelque chose de virtuel,
quelque chose qui fonctionne comme un pôle en tension avec les traits lancés au hasard, qui sont, eux, réalisés. Alors, les virtuels de la figurativité dont on essaie de se débarrasser à travers le hasard, mais en même temps, c'est banalement stéréotypé, doit rester virtuel pour être en tension avec ce qui est réalisé, c'est-à-dire les traits lancés au hasard. Hein. On les a décrits tout à l'heure, lancés par différentes perspectives, à travers des matériaux parfois et des instruments différents, pas proprement picturaux, etc. Donc, cette attention est nécessaire pour que de nouvelles relations puissent émerger au sein de la toile. En effet, il est possible de percevoir la tension entre les lignes dues au geste que Deleuze appelle apicturaux, lancé au hasard, et l'existence, bien que virtualisée, du territoire du stéréotype, du figuratif, du narratif. Il faut pouvoir étudier cette tension selon les schémas des modes d'existence, la toile fonctionnant comme un diagramme à épaisseur énonciative stratifiée par des mouvements de virtualisation, actualisation, réalisation et potentialisation. Les modes d'existence correspondent respectivement ici au refus du stéréotype, virtualisation, au geste lancé au hasard, actualisation, et à l'accomplissement d'une nouvelle totalité au sein du tableau, réalisation. La potentialisation ensuite se fera au sein de la langue qui concerne la grammaire du peintre. Quelques mouvements seront stabilisés et prêts à être accumulés parmi les récurrences baconiennes, d'autres seront par contre jamais repris par les peintres. Dans l'article publié dans la revue Méthodo en 2021, dans le numéro Diagrammatic Gestures que j'ai déjà mentionné, j'avais essayé de rapprocher cette théorisation deleuzienne de celle de Peirce, en repérant des similitudes. Chez Deleuze, il faut se défaire des liens figuratifs entre les parties du tableau via le hasard du geste manuel pour que la peinture soit libérée de la répétition et du stéréotype. Chez Peirce, la découverte mathématique vient des lignes subsidiaires tracées en dépassant les limites de la logique désincarnée. Les gestes d'inscription et la spatialité matérique du tracé interviennent ainsi dans le développement du raisonnement. Par l'ajout et la projection d'éléments difficilement prévisibles, dit Peirce, sur des relations logiques ou sur des stéréotypes figuratifs chez Bacon, dit Deleuze, on peut faire émerger le diagramme, voire une nouvelle totalité qui doit, chez Deleuze, rester instable. Les virtuels du stéréotype, l'actualiser par les gestes et les réaliser dans la toile doivent rester en tension. J'oserais dire intravisibles entre eux. Chez Peirce, cette tension par ajout de lignes se stabilise provisoirement à chaque nouvelle expérience. Cette tension entre modes d'existence est à mettre en rapport avec des suggestions d'autres théoriciens du diagramme. Pensons à la notion d'hétérogène différentiel et de devenir autre inspiré par Deleuze à des chercheurs tels qu'Alessandro Sarti, qui viendra nous parler de la topologie chez Deleuze le 14 décembre prochain. On peut aussi penser à la notion de geste comme germe de déformation dans la théorisation de Gilles Châtelet. Ces germes de déformation étant déclenchés par des manipulations sur la figure qui, comme Châtelet l'écrit dans son livre posthume sur la théorie du diagramme qui s'intitule L'enchantement du virtuel, alors ces manipulations sur la figure, dit-il, réveillent d'autres gestes possibles. Des gestes qui réveillent d'autres gestes possibles, je cite Châtelet. C'est dans cette formule qui se concentre sa théorie du virtuel en mathématiques et que nous avons aussi décrit à propos de Painting de 1946 de Bacon, des gestes qui réveillent d'autres gestes possibles, donc de nouvelles figurations, etc. Une figure qui illustre ces germes de déformation est donnée par les triangles bougeants un peu, hein, c'est comme ça, c'est ainsi que l'appelle Châtelet, dans son enchantement du virtuel. Vous voyez la figure en partie en pointillé.
Je cite ce qu'en dit Châtelet lui-même. Il est d'ailleurs extrêmement curieux de voir à quel point cette notion de virtualité est littéralement massacrée dans l'enseignement par le rabattement d'un concept aussi subtil sur les catégories d'actualisation des réels et des possibles. On dit toujours qu'il faut voir cela comme un accroissement petit. C'est là la pire erreur qui soit. C'est exactement le contraire qu'il faut formuler. Il faut dire que les triangles n'existe qu'en tant qu'il y a des triangles virtuels autour de lui. Les triangles n'existent pas en tant que figure rigide, comme signe perché dans l'espace, mais ils n'existent qu'en tant que mobile. Ce n'est pas une position, le point, ce n'est pas un x égale 1. Il n'existe qu'en tant qu'il y a des triangles infiniment proches et l'on a là toute la génération des concepts de la géométrie différentielle. Ce triangle est commenté par De Freitas et Sinclair dans l'ouvrage qui s'intitule Mathematics and the Body, Material Entanglements in the Classroom de 2014. Ceci dit, entre parenthèses, ce livre est important car il montre que les mathématiques ne sont pas seulement en partie dues à des expériences corporelles, mais surtout à des expériences corporelles partagées, collectives, que l'on fait ensemble, surtout à l'école ou dans des situations de collaboration et d'enseignement. Je trouve ça, au moins pour moi, une vision très originale. Les autrices proposent d'aller au-delà de la figure de Châtelet afin de développer sa pensée et proposent cette nouvelle figure que vous voyez projetée, nouvelle figure de virtualité du triangle qu'elle explique ainsi. Je les cite. S'intéresser au processus d'actualisation exige que nous concevions des entités telles que les triangles ou les cercles, moins comme des figures statiques et davantage en termes de mouvements virtuels qu'elles génèrent. En d'autres termes, la virtualité d'un diagramme est constituée de tous les gestes et de toutes les modifications futures qui y sont en quelque sorte contenues. Un triangle, par exemple, n'existe pas comme une figure rigide ou comme un signe perché dans l'espace, mais plutôt comme une mobilité ou un ensemble de gestes. Vous voyez cette idée de virtualité des mathématiques à travers les gestes devient de plus en plus claire. On pourrait penser à la figure géométrique du triangle comme à une découpe provisoire ou comme une articulation de la multiplicité indéterminée des préfigures. Il peut être utile de penser au triangle virtuel comme un dispositif qui occupe une multitude d'emplacements, de tailles et de formes qui ne peuvent être fixés dans l'espace ou le temps et dont une seule est découpée pour se figer dans un diagramme en triangle. Dans cette façon de penser, les triangles sur papier, rigides et inertes, tels que nous les connaissons, émergent d'une pratique de délimitation qui arrête les mouvements. Vous voyez, les virtuels ont toujours à faire avec cette germination du mouvement qu'on peut, par commodité, à un certain moment, arrêter pour effectivement pouvoir étudier les caractéristiques d'un objet géométrique. Cette figure, vous rappelez, cette figure montre les points d'arrêt d'un processus de virtualisation et germination, mais nous pouvons aussi concevoir, en suivant plus directement Châtelet, la germination des virtuels comme résultat et non pas comme point de départ. Encore une fois, comme dans le cas de la peinture de Bacon, il est possible d'étudier ce processus de germination et figement en se servant de la schématisation de la praxis énonciative. Le triangle apparaît comme le résultat d'un processus de figement et d'iconisation, au sens de Jean-François Bordron, de la cumulation d'une infinité de triangles possibles et en mouvement. L'énoncé d'ailleurs, comme le triangle, fige un état de l'encyclopédie, pour le dire selon Umberto Eco, en tant que réalisation momentanée des mouvements de rétention d'autres expériences et de protension vers d'autres expériences linguistiques pas encore réalisées. Châtelet explique bien cette germination du virtuel lorsqu'il se penche sur les points. Là aussi, c'est une question très intéressante pour nous, car il parle précisément d'élasticité du langage des mathématiques. Dans une note de l'enchantement du virtuel qui est ici
reproduite sur écran. La saisie du point comme capable à la fois de condensation, les structures les plus sophistiquées pouvaient devenir des points. C'est le cas des classes de fibres vectorielles sur X vues comme point, ça peu nous importe. Ce qui nous intéresse, c'est que les points peuvent être considérés comme un moment de condensation, car les structures les plus sophistiquées peuvent devenir des points, et en même temps comme lieu de multiplication des virtualités géométriques. C'est le cas des points singulaires. Je dois à ce stade mentionner un article de Francesco Lamantia, pas encore paru, qui aborde, que j'ai déjà lu et discuté avec lui, qui aborde la question du germe de la déformation et de la germination de l'autre chez Châtelet et aussi chez Paul Klee, pour que l'on puisse se rendre compte que les appariements entre les mathématiques et les arts n'ont pas été faits exclusivement à propos de la peinture de Bacon lue par Deleuze et du diagramme persien que Deleuze d'ailleurs connaît bien et cite, mais qu'il est également possible de rapprocher d'autres artistes et théoriciens du faire artistique tels que Paul Klee et des mathématiciens tels que Gilles Châtelet. Le texte où Lamantia développe ces parallèles a pour titre Conclusions as a kleiner Narr in Trance, titre d'un tableau de Klee, towards a diagrammatic model of enunciation. Et fait suite à un autre texte très long d'introduction qui seront tous deux publiés dans un livre au sein de la collection d'Alessandro Sarti chez Springer et qui aura pour titre Diagrams and Gestures, Mathematics, Philosophy and Linguistics. Les coordinateurs sont, outre Lamantia, Charles Alunni et Fernando Zalamea. Chez Châtelet, dans l'enchantement du virtuel, on peut lire qu'il y a bien quelque chose de profondément interne au point. Mais précisément, en tant que c'est interne, ce n'est pas un point pris comme x égale 1, mais une petite flèche qui est là et qui jaillit hors du point. C'est ce que j'appelle une fulguration. Pardon, il est là. Le point est donc, pour Châtelet, déjà une flèche, donc déjà mouvement. À propos des deux points, il affirme que la distance de A à B n'est que le résidu d'un mouvement de translation qui a dû être décidé dans un sens ou dans un autre. Le travail génératif d'un point ne dépendrait donc que d'une décision ou d'un geste d'orientation. Le point devient ligne, devient flèche, est une puissance de mouvement. Quant à lui, Paul Klee, vous le voyez ici, une page de son Notebooks, volume 1, The Thinking Eye. En tant que peintre théoricien, rejette lui aussi l'acception des points comme quelque chose qui serait caractérisé par une dimension zéro. Le mouvement est présent dans les points comme une tension originelle, comme une volonté du point de se déplacer, de rejoindre d'autres points. Il affirme, vous le voyez ici, le point devient ligne, devient plein, etc. Quant à lui, il affirme exactement, dans cette autre page des Notebooks, que le point est un agent qui se met lui-même en mouvement et peut produire la ligne, ensuite le plan, ensuite encore, en 3 dimensions, toujours à travers le dispositif de la flèche. En somme, si Klee attribue le point à un agent, Châtelet le définit comme l'opérateur qui est la matrice des gestes qu'il trace. À ce propos, le mathématicien Rothman, dans la préface du livre déjà cité Mathematics and the Body de De Freitas et Sinclair, reprend Châtelet et Klee et affirme que le point est l'exemple le plus simple des diagrammes. Ce rapprochement entre Châtelet et Klee ou entre Peirce, les expériences mathématiques et les créations artistiques telles que celles de Bacon, décrites par lui-même et par Deleuze, montre non pas que les arts et les mathématiques fonctionnent de la même manière, mais que les mathématiques, comme les arts, sont des activités expérimentales. Pour Peirce, en effet, les mathématiques, loin d'être des sciences vouées à l'abstraction, sont des sciences expérimentales à l'instar de la chimie et de la physique. Voici une citation que je vous avais déjà montrée l'année dernière. Ce qui importe, c'est la fin de cette citation, la jonction de telles constructions, les lignes subsidiaires dont je vous ai parlé tout à l'heure,
L'adjonction de telles constructions est dépeinte comme une expérimentation effectuée sur les diagrammes analogue à celle pratiquée en physique et en chimie sur un échantillon. Donc, les mathématiques expérimentales autant que la chimie et la physique. Donc, les diagrammes mathématiques sont conçus en tant qu'expérience pendant laquelle on expérimente. On teste les résistances de la pensée par des déformations contrôlées qui se réalisent via des gestes. Cette même idée est formulée par Châtelet dans ces passages. Je vous ai mis Peirce et Châtelet côté, parce que Châtelet aussi, il parle justement d'expérimentalité des mathématiques. Je cite Châtelet, je dirais que le physicien mathématicien est celui qui, précisément, parvient à déceler un certain type d'homologie qui non seulement décèle, mais force une situation pour découvrir que la provocation rationnelle de la mathématique est d'une certaine manière identique à la provocation expérimentale. Alors, si vous me donnez encore un quart d'heure, quelque chose comme ça, je n'arriverai peut-être pas à la fin. Mais je vous illustrerai encore un exemple qui est important parce que les diagrammes se fait connaître aussi par être non pas un outil de généralisation, mais de transposabilité d'expérience. C'est ça que je vais rapidement vous lire quand les gens qui tous s'arrêteront. Les pauvres. Alors, je souhaite revenir à présent très rapidement sur une autre caractéristique du diagramme qui est la transposabilité des relations, voire la transposabilité d'expérience. Ceci car je souhaite que le regard sur les diagrammes soit le plus panoramique et englobant possible vu que nous sommes en train d'ouvrir un séminaire. Toute germination et déformation décrites par Châtelet et Clé, vous le voyez bien, sont des processus qui visent à aller d'un objet à l'autre, de manière horizontale et pas verticale, comme dans le cadre de la construction d'un modèle, qui est toujours général. Est-ce que le diagramme vu de cette perspective serait, contrairement au modèle, exclu de tout mouvement de généralisation, voire de construction des généralités? Car nous le savons bien, chez Kant, le diagramme est médiateur entre le local et le global, entre les perceptifs et les cognitifs, entre les particuliers et les générales, tandis que ces distinctions deviennent un peu plus nuancées chez Peirce. Mais c'est Goodman qui, à mon avis, a su résoudre de manière très utile la question du particulier et du général via ce que j'appellerais une généralisation par transposition des rapports. La généralisation, dans ce cadre, étant la possibilité de faire valoir une expérience sur une figure afin de tester d'autres objets similaires. Mais similaires dans quel sens? Il ne s'agit pas d'une similarité des substances, comme nous l'avons déjà vu, mais comme une similarité dans les relations des relations, comme le dirait Peirce, et entre systèmes traduisibles par densification, dédensification, comme le dirait Goodman. Si nous faisons référence à Peirce, et donc à l'idée de la transposition des relations, il affirme précisément que le diagramme est produit à travers le traçage des lignes sur des relations figurées qui manifestent et manipulent les relations constituant l'objet de la pensée que nous souhaitons décrire ou capturer. Plus précisément, les diagrammes sont définis par Peirce par leur capacité de signifier des relations entre, d'un côté, les relations entre parties d'une représentation et de l'autre, des relations constitutives des objets que l'on souhaite penser et travailler. Autrement dit, les diagrammes mettent en scène non pas tant des objets que l'organisation des parties de ces objets. Je vous lis un passage de Chauviré qui explique comment fonctionne la similarité pour les diagrammes. Beaucoup de diagrammes ne ressemblent pas du tout à leurs objets.
à s'en tenir aux apparences. Leur ressemblance consiste seulement dans les relations de leurs parties. Dans mon article intitulé « Gestes de la pensée, gestualité picturale, les diagrammes Scheppers, Deleuze et Goodman », publié dans la revue Méthodo déjà mentionnée, j'insiste sur la notion de transposabilité d'expérience en revenant sur la notion des diagrammes du philosophe analytique Nelson Goodman, très utilisée en sémiotique, surtout par les élèves de Paolo Fabbri, qui ont tous lu ces textes, les textes de Nelson Goodman, et essayé de les utiliser, parfois, comme dans mon cas, aussi en pointant, grâce à Goodman, les faiblesses de la théorisation de la sémiotique visuelle, de la sémiotique générale, notamment concernant les problèmes de la substance d'expression des énoncés. Très brièvement, je vous rappelle que selon Goodman, le diagrammatique n'est aucunement réifié et se situe entre les régimes sémiotiques de l'autographie et les régimes sémiotiques du notationnel, c'est-à-dire de l'allographique, qui se distinguent entre eux d'ailleurs par la relative saturation, raréfaction des traits qu'il faut rendre pertinents selon les domaines d'interprétation dans lesquels nous nous situons. Pour rappel très rapide, dans l'autographie, le support de toute trace d'écriture importe en tant que tel, car chaque trait est unique et irremplaçable. Donc, le support est irremplaçable. Pensons à la peinture, à l'original, etc. Tandis que dans l'allographie, tout est répétable si l'on respecte the sameness of spelling, à savoir l'articulation et la composition d'éléments à valeur fixe, disjoints et recombinables, qui concernent des arts tels que la musique ou l'architecture, dans lesquels la partition ou le projet architectural recourent à un langage articulé, à savoir à une notation donnant des instructions d'exécution non ambiguës. Pour illustrer ce processus de diagrammatisation d'une image photographique par définition dense et autographique, le processus de diagrammatisation sélectionne des relations fondamentales au sein d'une expérience pour pouvoir les transposer à d'autres expériences. Pour illustrer cette sélection, c'est-à-dire cette dédensification, cette raréfaction des traits pertinents pour la lecture d'une image, je prends l'exemple de la photographie scientifique qui illustre ce phénomène au mieux, à savoir la chronophotographie. Dans mes travaux, j'ai exemplifié ce processus aussi sur les images en astrophysique, mais je trouve que la chronophotographie est très parlante. Elle peut en effet associer la prise locale, la prise photographique locale, à savoir l'empreinte. Ici, le trajet que vous voyez en continu en bas sur l'horizontale, c'est la marche d'un homme, c'est la silhouette de la marche d'un homme, donc prise de l'empreinte, capture du protophotographique. Et en même temps, on peut voir dans cette image la mesurabilité de cette empreinte qui permet de mesurer la trajectoire offerte par la répétition de la trace de la baguette en mouvement. C'est le tracé en discontinu sur la verticale. Ça, c'est l'acte de mesure. Les discontinus produits par la baguette, entendus comme instance de contrôle du rapport entre vitesse de la marche et espace parcouru, permet de rendre mesurable les mouvements continus et rendre perceptible le rythme du traçage en continu en bas sur l'horizontale. Cette chronophotographie associe les détails locaux de l'empreinte, le corps en marche, et les discontinuités produites au sein de cette empreinte, les traces de la baguette qui permettent de mesurer la rapidité du déplacement. Par la constitution d'intervalles spatio-temporels répétés, cet instrument graphique peut devenir une référence pour l'investigation et la comparaison des phénomènes spatio-temporels autres que les mouvements précis faisant l'objet de cette prise photographique. En ce sens, une transposabilité de l'expérience est possible. La chronophotographie n'assure pas un véritable processus de généralisation, évidemment, mais elle constitue plutôt un instrument de transposabilité des mesures et des relations vers de nouveaux objets à mesurer et analyser.
7 secondes chronophotographie de marée, étude du trot du cheval noir portant des signes blancs aux articulations, nous permet de comprendre encore mieux ce genre de rapport entre l'empreinte locale et la mesure transposable. Ces deux chronophotographies, enfin, nous montrent que la mesure peut se situer au sein de l'empreinte photographique. Donc, quelque chose d'allographique peut se trouver au sein de la densité orthographique et que ces deux configurations de l'image, à savoir la densité figurative de l'empreinte et les rapports mesurables entre espace parcouru et intervalle temporel, peuvent servir à visualiser la commensurabilité entre les données locales, d'une part, et des patterns pouvant devenir des germes d'une grammaire de rapport entre espace parcouru et durée de l'autre. Alors maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. 50 minutes. 50 minutes. Alors, je vais peut-être terminer. Bien. Je vais peut-être terminer en revenant sur quelque chose que j'avais déjà montré l'année dernière, mais à laquelle je tiens énormément. C'est une expérience persienne qui concerne la photographie composite de Francis Galton, de composite photography. Ce qui est vraiment innovant chez Peirce est qu'il a abordé les diagrammes, contrairement à ce que les mathématiciens normalement montrent des Peirce. Moi, ce qui m'intéresse chez Peirce, c'est surtout le fait que le diagramme est conçu comme tout mode de visualisation permettant à la pensée d'avancer tout au long d'un processus de production, d'observation et de manipulation, tant en mathématiques que dans d'autres domaines de la production scientifique et intellectuelle. Cela signifie que le diagramme peut être constitué tant d'une série de photographies que de formules algébriques. C'est ça la grande innovation de Peirce. Sur la question du diagramme, je vais vous lire quelques lignes et puis m'arrêter, parce que je ne peux pas dépasser 1 heure, même si bien sûr on l'a à disposition, mais il faudra faire la pause, il faudra discuter, etc., avant de passer la parole à Juan. Il faut bien garder à l'esprit qu'une seule photographie n'a pas d'intérêt pour Peirce, ni d'un point de vue scientifique, ni du point de vue de l'exemplification de la catégorie de l'icône. C'est en effet la composite photographie de Francis Galton qui a contribué à inspirer à Peirce sa théorie de l'icône. La photographie composite étant pour lui avant tout un instrument expérimental, à savoir un terrain où l'on peut effectuer des expériences et découvrir quelque chose. La photographie composite ne vise pas tout simplement à identifier des types. Vous savez que la photographie composite fonctionne par cumulation de photographies des visages d'un certain type des personnes pour arriver à identifier un type. C'était l'intérêt de Galton. Mais pour Peirce, ce n'est pas vraiment ça. Pour Peirce, la photographie composite aide à penser le fonctionnement de notre pensée et de notre perception. Donc, raisonnement et perception. Ces portraits composites que vous voyez ici, bon, vous voyez par exemple ici 2 images et puis l'image qui fait la moyenne. Il y a d'autres cas ici, ce sont des images par 5 composants donc 5 portraits, ici 7, ici 4, ici 2. Vous voyez que plus le nombre d'images est important, par exemple ici on en a 7, plus on construit un effet flou tout autour de la figure, tout autour de la figure représentée, parce qu'évidemment, on veut arriver à rendre compte d'un type, mais tout ce qui n'est pas typifiable reste flou dans les contours de la figure. Donc, évidemment, plus on a d'images, plus l'effet flou est important, parce que c'est très difficile de réduire à des types, à des mêmes lignes, un nombre important
des visages. Je vous montre aussi quelque chose qui n'a pas été produit par Galton, mais qui a été produit par un physiologiste anglais et qui montre très très bien ces problèmes-là de la compactification des images. Donc, on comprend bien que ces photos sont intéressantes parce que la partie centrale constitue les types, car tous les visages des individus coïncident, tandis que les flux de contours des visages superposés mesurent la tendance des individus à s'écarter du type. Donc, l'individualité émerge du flou. Alors, je vous lis rapidement une citation très importante d'une spécialiste de Peirce et de la composite photography, Chiara Ambrosio, qui justement montre comment Peirce a transformé la méthode de Galton en une métaphore conceptuelle visant à concevoir un outil exploratoire pour comprendre la nature des idées, que Galton appelle justement idées cumulatives. Peirce a en effet déplacé le processus de généralisation des visages individuels de Galton vers la faculté de jugement. Je lis cette citation. Pour Galton, le centre de l'image est la partie essentielle de la photographie, car c'est au centre que se ressemblent les traits typiques. Pour Peirce, au contraire, le processus intéressant se produit à la périphérie des images, dans les zones où le flou suggère d'autres, voire de nouvelles façons d'appliquer les modèles composites à un nouveau contexte et en tirer de nouvelles relations. Donc, c'est aussi une manière de dire que la catégorisation, on la fait par cumulation et superposition avec écart des différents objets. Alors, pour m'arrêter, parce que ici, je sens de l'agitation, je voudrais encore vous lire une dernière phrase, c'est une citation de Pierluigi, que je reprends du livre Sémiotique de la photographie qui vient de circuler, et puis je vous dirai un mot sur cette dernière diapo. C'est important que je vous lise cette citation parce que on peut comprendre comment la photographie, non seulement la photographie composite de Galton peut devenir les modèles de la catégorisation, c'est qu'on fait rentrer dans une catégorie ce qui est à l'extérieur d'une catégorie, ce qui est au bord d'une catégorie, et comment on fait rentrer à l'intérieur d'une catégorie ce qui s'installe au bord ou ce qui éventuellement au début est externe à ces bords. Mais c'est important, je le répète, que je vous lise cette citation finale parce que là, il y a vraiment manière de comprendre comment la photographie peut aussi nous montrer le fonctionnement de la perception, selon Peirce. Alors, justement, Pierluigi Basso, contenu dans Sémiotique de la photographie, il affirme ceci: pour Peirce, toute photographie instantanée, non seulement composite, mais aussi instantanée, résulte d'un compactage ou plutôt d'une fusion des intervalles d'exposition sur une seule plaque qui, stratifiés, sont imperceptibles. Il cite Peirce: même ce que l'on appelle une photographie instantanée, prise avec un appareil photo, est une composite des effets d'intervalles d'exposition plus nombreux que les grains de sable de la mer. Pierluigi compare cette fusion des intervalles d'exposition au fonctionnement de la perception, qui ne peut jamais être réduite à une photographie de l'état des choses, mais qui est toujours plus semblable à une photographie composite qui procède, guidée par la schématisation accomplie par l'imagination, aux ajustements situationnels qui associent localement les percepts. En somme, dans le travail de Peirce, la photographie composite devient la métaphore d'une adéquation étroite avec l'espace de l'expérience combinée avec la succession des plans de la réalité qui sont continuellement liés aux dynamiques de notre comportement. Cette dernière diapo ajoute à ce que je vous avais montré tout simplement l'idée du diagramme comme outil de transférabilité d'expérience plutôt que de généralisation. Je m'arrête et je vous remercie de votre attention.
Merci, Marie-Julia. Tu peux couper peut-être ton micro et après, c'était pas ça. J'ai coupé mon micro. Oui. Parce que si vous pouvez ouvrir le mien. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Ah, Je vais couper peut-être les sons aussi. Je ne sais pas. Je sais pas. ouais. Est-ce que vous m'entendez là à distance? À mon avis, tu devrais parler à mon. Oui, oui. Faisons ça. Alors, Vous entendez? D'accord, non, ce n'était pas la peine que oui, tu ça va, ça va. Là, déjà. Et, merci beaucoup, Maria-Julia, c'est très riche, complexe. Moi, j'aurais, avant de passer la parole, juste deux petites réflexions, plutôt deux questions. La première, je commence par, à un moment donné, tu dis que pour Peirce, le diagramme, plus qu'une transposition d'objets, c'est une transposition de relation de relation. Et donc, plus que signifier des objets, signifie des relations de l'organisation des parties des objets. Est-ce que, je ne sais pas, je me demande si il n'y a pas là une sorte de modèle semi-symbolique, comme dans la sémiotique primacienne. Ça, c'est la première question que je voulais te poser. Et j'étais aussi très intrigué par quelque chose que tu as dit au début, qui après, ça a disparu et qui n'est pas revenu, sur la question de la granularité de la pensée. Je me demande si, en fait, que ça a à voir avec l'idée qui est un peu paradoxale, que quand tu parles justement dans les premiers points que tu montrais là, une iconicité instable. C'est paradoxal, non? C'est une sorte d'iconicité qui n'en est pas une, on dirait, parce que on le met en relation avec le quatrième, le troisième point, je crois, l'idée que voilà, que c'est juste des gestes justement qui ne peuvent pas se stabiliser. Bon. Et là, je viens à la question qui m'intéresse, c'est celle de la granularité de la pensée. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans l'idée du geste et de cette idée de granularité de la pensée, il n'y a pas quelque chose à voir avec l'idée de la nature aspectuelle du geste. Voilà, c'est ça mes deux questions. Oui, absolument. Alors, je parle de la deuxième rapidement, tout simplement pour dire que je pense que c'est très important, comme j'ai essayé de le faire et comme tu viens de le faire, de rapprocher, tenter de rapprocher les notions travaillées par Peirce avec les notions travaillées par l'autre tradition post-structuraliste. Et justement, je pense que comme je l'ai montré pour la praxis énonciative, par rapport aux descriptions de comment fonctionne l'activité diagrammatique, ce serait important de pouvoir encore peaufiner la description de ces gestualités à travers l'aspectualité et à travers, en général, la tensivité. D'une certaine manière, tous ces théoriciens du diagramme le font, parce que tu as vu que Châtelet parle de insistance de la main sur les crayons, sur la craie. Il y a des moments où il y a ici et là, chez les mathématiciens, les descriptions des rythmes de traçage. Mais évidemment, sont toujours des moments passants. C'est pour nous que nous devons normalement analyser des œuvres d'art, que l'aspectualité, je veux dire même dans les images fixes, on analyse l'aspectualité dans les images fixes, parce que là, tout évidemment compte, hein, tout est irrépétable et tout est tel qu'il est, parfait tel qu'il est, et donc je veux dire, on doit pouvoir étudier les résultats de cette gestualité de manière très très fine. Peut-être c'est moins important pour les mathématiciens, mais tu as vu quand même que quand on parlait des tenseurs, hein, on parlait aussi de la force qu'on utilisait pour penser ces tenseurs. Donc, je pense qu'il se pose autrement cette même question. Et oui, la granularité de la pensée, ben, ça simplement, c'est une formule qui est très utilisée pour expliquer l'espace. Hein. Pourquoi l'espace plutôt que l'algèbre? Qu'est-ce qu'il a l'espace plus que l'algèbre? Mais c'est plus fin, tout simplement. Il y a le continuum qui permet d'être plus fin dans
dans la description de la continuité de la pensée, plus que ça. Mais bon, évidemment, comme nous l'a montré Bruno Leclerc l'année dernière, par exemple, cette spatialité est envahie, non pas envahie, utilisée aussi par l'analyse algébrique, par les équations, etc. Hein. Donc, cette spatialité est utilisée aussi par les symboles, les signes abstraits dont il parle Peirce. Alors, sur la première question, oui, transposition des relations, oui, semi-symbolisme, absolument, mais c'est un symbolisme, j'oserais dire, intertextuel, disons, et non pas un semi-symbolisme comme l'a formulé Floch, sur un seul tableau, par exemple, sur une seule poésie, etc. Parce que là, il s'agit d'un semi-symbolisme entre un état du monde ou d'un objet à étudier et l'état d'un dessin, d'un graphe ou d'une autre figure plus ou moins syncrétique qui tente de rendre compte de ces relations qu'on peut trouver effectivement dans un état du monde ou dans un objet abstrait comme celui en mathématiques. Mais c'est très important de continuer cette traduction entre les notions persiennes et les notions grémassiennes, post-grémassiennes, sans aucun doute. Je pense que Jean-François, alors Jean-François a un, peut-être Rossane aussi, et après. Hein. Moi, j'ai vu Jean-François, mais parce que j'ai regardé Jean-François. Je ne sais pas si c'est Rossane ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as vu. Je n'ai rien vu encore. Je regardais que toi. Je regardais que toi. Donc, merci. Alors, moi, je vois dans toutes ces expressions de diagramme une sorte de pragmatique généralisée. C'est d'ailleurs que le diagramme, en quelque sorte, on pourrait dire la limite d'un diagramme, finalement. Et de temps en temps, des ponts, de temps en temps, comme chez Bacon. C'est-à-dire, évidemment, on ne voit pas très bien la limite, mais la limite, je dirais, c'est quand même, c'est une pensée pragmatique, mais c'est donc une pensée apparemment sans idéalité. Ce qui, évidemment, heurte mon platonisme avéré. Il faut quand même des idéalités, autrement, en tout cas, Je ne comprends pas, ils disent. Jean-François, tu veux venir ici, parler, ici à notre ordinateur, sinon tu dois te mettre sur Teams. Trop compliqué. Alors, viens ici. Mon ordinateur. Et puis, Alexandros Lagopoulos aussi, faisons ceci. Faisons ceci. Bien, c'est là que c'est mieux que tu viennes ici, Jean-François, que tu viennes ici. Et puis, on a une question de Rossana et ensuite d'Alexandros. C'est un drôle de... Non, je disais que... c'est comme ça. Toute cette philosophie du diagramme et toutes ces expériences, je pense que c'est une sorte, c'est pas péjoratif, c'est une pragmatique généralisée, c'est-à-dire tout au fond se résume à l'action et la figuration par l'action, etc. Et on pourrait dire de ce point de vue, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que, bon, bah, après tout, ma vie est un diagramme. Enfin, non, ça paraît évident si on le dit comme ça. On suit, bon, c'est comme construire un tableau, on trace, la vie trace, hein, les animaux tracent, nous aussi, etc. Alors, c'est une expérience, c'est une pensée sans idéalité, c'est ça le problème. C'est une pensée, alors je ne sais pas ce qu'en penseront les mathématiciens, je ne suis pas mathématicien, mais ça me semble quand même très difficile à... moi qui suis plutôt platonicien de nature, de nature. Ça en tout cas, oui, d'un platonisme un peu invétéré, j'ai besoin d'idéalité quand même. Et donc cette réduction généralisée à la pragmatique, on rencontre c'est tout un tas d'auteurs comme Latour, par exemple, etc. Ça, quelque chose qui me...
qui m'enlève ce Oui. que je trouve le plus important, Oui. peut-être Oui. le plus important Oui. dans la réflexion, dans la pensée, etc. Oui. Oui. Juste une petite remarque de détail. Peirce avait quand même l'idée qu'une page blanche, c'est en quelque sorte déjà un plan d'assertion. C'est ce qu'il dit, une page blanche, c'est un plan d'assertion. C'est-à-dire, c'est déjà quasiment un diagramme. Alors, ça ajoute pas mal de choses. Enfin, ça enlève en tout cas ce que dit Deleuze sur cet univers de stéréotypes, etc., que serait la page blanche, à mon avis. Enfin, c'est pas Peirce en tout cas, ça. Mais peu importe, c'est juste un détail. Mais le fond de ma question, c'est ça. Qu'en est-il des idéalités? Et à partir de là, est-ce qu'on peut, si on imagine l'existence comme ça, après tout, oui, pourquoi pas. Ça ne vaut pas la Si, ça vaut la peine peine. de vivre. On peut se le demander, mais oui, enfin, mais il y a quand même la question du langage qui se pose. Et, Oui, oui. Et comment, à Oui. partir du diagramme, peut-on comprendre le langage? Alors, bien sûr, on peut dire que la grammaire, d'accord. Enfin, bon, c'est une question, là, je n'ai pas de... Oui. Mais enfin, ça, Oui. pour qu'il y ait même un espace pratique, Oui. il faut quasiment déjà qu'il y ait un langage. Donc, Alors, moi je voudrais te répondre un peu rapidement, peut-être, sur le fait que les diagrammes, effectivement, c'est un instrument qui nous permet de nous libérer des idéalités. Donc, c'est vraiment ça qui fait sa force. Hein. Je l'ai répété quand je dis ce n'est pas un instrument de généralisation, c'est un instrument plutôt de transposabilité, passage entre expériences qui sont au même niveau. Hein. C'est pour ça que je parlais aussi d'horizontalité et de manque de référence vers une verticalité, vers un monde des idées, vers une métaphysique, etc. Et je pense que c'est intellectuellement plus intéressant de penser cette transposition d'expérience parce qu'à chaque fois, on a affaire avec des singularités et éventuellement, entre les singularités, on a des patterns, on a des régularités hein, qu'on peut toujours manipuler et que, à mon avis, sont plus intéressantes aussi pour comprendre les langages au sens les textualités, les énoncés, tout ce que nous, en tant que scientifiques du langage, nous sommes censés décrire. Hein, parce que les idéalités, ce n'est pas notre ce n'est pas notre non, mais on n'est pas obligé. Je ne suis pas contre le pragmatisme totalement, mais je trouve que ça occupe aujourd'hui une trop grande place, à mon goût. Il prend trop de place aujourd'hui pour Jean-François parce que je pense que vous ne l'entendez plus. Alors, moi, je donne la parole, je m'excuse avec les personnes à distance, mais je donne la parole à Rossana et ensuite Alexandros et Fontanier et Jacques. Alors, ce sera bref, mais vraiment, je vais vraiment très bref. Merci, bonsoir à tous et toutes. Merci Maria Giulia pour votre intervention. Tu as parlé au tout début d'une expression énonciative, d'une énonciation stratifiée, d'une idée de stratifier, donc où on va pouvoir repérer les différentes couches énonciatives dans l'exploration de l'expression. Et à la fin, tu citais le beau passage de Pierluigi sur cette idée de perception stratifiée. Donc, aller regarder dans l'épaisseur. Oui. Et donc, en t'écoutant, je pensais, cette idée de stratification m'est très chère parce que je l'utilise beaucoup dans le travail sur l'écrit et je pensais à Gramsci, à l'essai sur la stratification du langage, qui nous invite à regarder donc le langage dans le sens sémiotique du terme, dans un sens très large, d'aller découvrir les différentes stratifications et donc d'aller regarder dans l'épaisseur. Donc, ma question est-ce que la perspective que tu nous proposes, est-ce qu'il y a une invitation à aller, travailler pas dans le sens de la profondeur de la superficie, mais dans le sens de l'épaisseur et voir comment les différents strates s'imbriquent l'une dans l'autre. Oui. Merci. Oui.
de l'épaisseur, notamment, oui, de l'épaisseur de l'énoncé et de l'épaisseur de l'expérience. Parce que, justement, quand je parlais d'énonciation stratifiée, de praxis énonciative, je l'ai fait à propos de Bacon, pour essayer à partir de l'énoncé pictural, comprendre quels ont été les gestes qui ont permis cette stratification qui effectivement est là, textualisée, et qui nous permet justement de pouvoir diversifier ce qui est plus stabilisé, par exemple les stéréotypes, tout notre passé, toute l'histoire de la peinture, tout ce que nous connaissons déjà, tout ce qui est à la base de toute peinture, etc. Et d'autres, justement, niveaux, d'autres strates qui sont moins codifiés, moins lourds, moins solides, etc., moins ancrés, et qui sont plus en mouvement, plus capables aussi de capter des nouveautés, des découvertes, parce que finalement, s'il y a un limite, pour répondre à toi et pour répondre aussi à Jean-François, s'il y a un limite à la vie est un diagramme, c'est le fait que chaque expérience a des limites en termes de temps et d'espace, et en termes aussi de ce qu'on peut produire par chaque expérience. Donc, un des limites, c'est que eux, en tant que mathématiciens, appellent découverte ou création de nouvelles formes chez Bacon. Ce serait intéressant, chose que je n'ai pas fait, de travailler la praxis énonciative sur la perception stratifiée décrite par Peirce à partir de la photographie, parce qu'effectivement la photographie c'est une accumulation, une superposition, etc. Mais évidemment il faudrait pouvoir modéliser selon, en prenant évidemment des pratiques en tant que telles, des pratiques quotidiennes, pour pouvoir justement repérer des niveaux plus ou moins stabilisés, des niveaux qui s'actualisent, des niveaux qui sont réalisés, etc. Cette expérience de l'analyse de la praxis énonciative sur pratiques quotidiennes, notamment pratiques scientifiques, a été faite effectivement par un ethnométhodologue que je n'ai pas pu travailler ici parce que j'avais déjà préparé trop d'autres choses, toutes liées un peu à l'image, etc. Mais ici, j'ai effectivement une image que j'aurais voulu vous montrer de Charles Goodwin qui justement appelle diagramme tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les moments de perception en tant que prise de contact avec les fils, les champs de l'expérience, la prise de notes, la comparaison entre ce qui est déjà virtualisé, c'est-à-dire la charte Munsell, c'est-à-dire la catégorisation des couleurs par rapport à ce que les pierres qu'on repère sur les champs offrent pour cette recatégorisation des couleurs, etc., etc. Donc, effectivement, il y aurait aussi manière de travailler la perception dans un champ de travail comme celui-ci à travers la praxis énonciative. Je pense avoir été un peu longue. Alors, Alexandros, à toi la parole. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oh, merci bien. Je ne peux pas voir l'image, le vidéo ne fonctionne pas. Alors, OK, parfait, pas de problème. Très bien, merci. Et pour commencer, la conférence a été très riche et impressionnante. Elle a couvert un très grand corpus. Mais je voudrais te demander si on peut faire une différenciation dans ce corpus. Et je vais commencer par une question et j'ai après une observation. Alors, la question, tu nous as montré un cercle avec deux axes perpendiculaires, n'est-ce pas? Alors, attends que je vais les prendre. Hein? Ça? Voilà, c'est ça. Alors,
ça, c'est deux axes cartésiens. Et cette équation, x carré et y carré, c'est sinus carré et cosinus carré égale à 1, c'est la base de la trigonométrie. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'une dimension de ce que tu as présenté concerne purement un domaine mathématique et sans connexion avec la sémiotique. Un deuxième cas, c'est la comparaison entre mathématiques et sémiotique. C'est une histoire externe qui commence à avoir importance pour nous. Et le troisième cas, comme le cas de Goodman, c'est le cas où le diagramme intéresse directement la sémiotique. C'est-à-dire, j'ai vu trois dimensions différentes. Je ne sais pas si tu es d'accord ou tu crois que tout a à faire avec la sémiotique. Oui, oui. Ah bah, alors, premièrement, cet exemple est un exemple donné par Peirce. Et Oui, c'est un exemple qui moi, ça m'intéressait tout simplement pour faire les liens aussi avec la circulation de la référence chez Latour. Pour dire quoi? Pour dire que le diagramme est caractérisé par une hybridité des supports formels, c'est-à-dire d'organisation de l'écriture. Hein. Je parlais rapidement aussi de linéarité, tabularité, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les diagrammes, il y a souvent deux différentes organisations de l'écriture qui sont nécessaires l'une à l'autre ou qui se complètent. Hein. C'était en vue de l'idée de syncrétisme et de double support formel, support formel entendu vraiment comme organisation de l'écriture, qui m'intéressait cet exemple. Hein. Donc, pour moi, c'est un exemple qui non seulement vient de Peirce, OK, mais aussi, ça m'aide à montrer un exemple très, très banal, très, très simple, que nous pouvons, nous, les non-mathématiciens, un minimum intuitivement comprendre, pour montrer cet interplay entre différents supports formels, différentes organisations de l'écriture. C'était pour ça que je montrais cette image. Et puis, oui, peut-être Goodman est le sémioticien le plus parfait. Peut-être, oui, je n'aurais pas du mal à penser ça. Je pense que c'est quelqu'un qui, mieux que, je l'ai dit dans plusieurs de mes écrits, Greimas et d'autres greimassiens des années 80, ont vraiment su comprendre comment il faut analyser une image, c'est-à-dire sans la détacher de son support et de sa substance d'expression. Merci. Mille merci, Alexandros. Dis-moi, je peux continuer avec l'observation? Oui, rapidement, et moi je ne répondrai rien, parce que puis il y a Jacques, et puis, oui, alors, mais l'observation, absolument. Je vais laisser l'introduction qui était peut-être très intéressante, mais je vois que je n'ai pas le temps. Et ce que je voulais dire à propos du hasard, de Deleuze et Lazare, et manifestement, une œuvre, par exemple, une peinture, on la traite comme un texte, et puis on la fait entrer dans un circuit de communication. Et le procès, alors, c'est le circuit de communication. Malgré ça, il y a un autre procès qui est dans le texte. C'est-à-dire le texte a été accompli à travers un procès. Et ce qui se passe aussi avec la littérature, n'est-ce pas? Avec une œuvre littéraire. On écrit un livre pendant des semaines, des mois, etc. Où je veux arriver, c'est que dans chaque pas, c'est comme les jeux digitaux. On a différents choix à faire. C'est-à-dire quand un écrivain écrit ou quand un peintre peint son tableau, il prend une série de décisions. Il se trouve en face de différents nœuds et il prend des décisions. Je crois alors que ces nœuds sont multiples, l'un vient après l'autre. Mais ce n'est pas seulement l'hasard. C'est aussi différents choix ouverts qui sont très conscients. Simplement, alors, je voulais ajouter au concept d'hasard le concept de choix.
Merci. Oui, 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 oui. On est bien d'accord. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Mais disons que très souvent, on peut imaginer la production d'un tableau comme assez mécanique et consciemment, Oui. et totalement consciemment. L'idée de Pas hasard du tout. qui nous Pas du permet d'être aussi peint par la peinture, être parlé par le langage, disons, c'est intéressant. Voilà, Jacques, à toi la Merci. parole. Merci, Alexandros. Oui, merci. Je vais être bref parce que je voudrais juste prolonger la discussion avec Jean-François Bordron, peut-être pour rassurer Jean-François sur la présence ou l'absence des idéalités dans le séminaire de cette année. Parce que là, Maria Giulia, tu as choisi un parti pris qui reflète tes préoccupations, qui est de partir sur le diagramme et d'entourer la réflexion sur le diagramme d'un ensemble de références qui relèvent du pragmatisme généralisé, que ce soit Peirce, Latour, etc., et quelques autres. Néanmoins, il reste toujours que le sujet du séminaire, dont l'intitulé est assez clair, c'est les espaces de la théorie, topologie et expérience de la pensée. Donc, si la question est celle des topologies, alors la question se pose donc vis-à-vis des théories ou des montages théoriques, de savoir si dans leur expression verbale, il y a déjà des topologies qui sont, et si ces topologies sont traduites, exprimées, manifestées par des diagrammes qui soit respectent ces topologies qui sont à l'intérieur des formes conceptuelles de la théorie, soit ne les respectent pas. Et donc, forcément, si on parle de topologie et pas de diagramme, il y a quelque chose qui relève d'un certain niveau d'idéalité. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas que Jean-François soit meurtri ou dépressif ou que sais-je à ce sujet-là. T'inquiète pas, Jean-François. Je crois que le séminaire parlera à la fois d'idéalité et de représentation spatiale. Voilà, c'est tout. Voilà. Absolument, absolument, merci de l'avoir rassuré. Il me semble, oui, qu'il est effectivement plus... il se tient bien, il est rassuré. Mais oui, mais je pense qu'on parlera beaucoup de modèles, ce que j'ai exclu justement de mon intervention. Et donc, oui, le séminaire ne vient que de commencer. Peut-être il y a encore une dernière question à laquelle je ne répondrai pas, mais c'est bien que la personne puisse s'exprimer. Et puis, il faudra faire une pause et recommencer à 45 l'intervention de Juan. Dogan Gunet. Vas-y. Salut, je vous remercie de cette conférence, c'était très bien, bien riche. Et vous avez expliqué la diagrammatique en vous adressant à la théorie des mathématiques et de Peirce. Est-ce que, en vrai, est-ce qu'on peut utiliser la théorie de la géographie, d'ailleurs, M. Fontanier vient de parler, de la topographie et topologie pour expliquer l'espace qui tient les objets visuels dans la photographie ou dans un autre espace. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut référer, peut avoir référé à la topographie, topologie, topographie, oui, la géographie. Ah bah, je ne saurais pas, je ne saurais pas répondre si les instruments de la géographie peuvent vraiment nous aider parce que je les connais peut-être trop peu, les instruments de la géométrie, pardon, de la géographie. Oui. Mais je propose, comme le temps presse, qu'on se parle
via mail, comme on le fait souvent. Et vous pourrez aussi m'expliquer mieux quels sont les instruments que vous avez en tête pour éventuellement transposer sur l'analyse d'images artistiques, par exemple, comme la photographie, la peinture, etc. Mille merci de votre présence. Merci. Alors, on vous abandonne 10 minutes. On fait une